tous, bienvenue dans ce nouveau format qui va se présenter sous forme de podcast, d'interviews et d'échanges avec des royalistes, des historiens, etc., etc. J'espère, pour une brève présentation, j'espère pouvoir en poster assez régulièrement, simplement. Aujourd'hui, premier podcast pour fonder donc la radio. Qu'est-ce que le royalisme? Que la radio s'intitule Radio Royaliste. Il faut comprendre déjà qu'est-ce que le royalisme. Donc aujourd'hui, je reçois Clément Lesure de l'Action française de Lyon. Si tu veux te présenter, dire un mot. Bonjour à tous, moi je m'appelle Clément Le Sur, donc j'ai 18 ans. Je suis à l'Action française depuis que j'ai 16 ans, donc ça va être bientôt 3 ans que je suis à l'Action française. Et puis voilà. Donc du coup, voilà, comme je l'ai énoncé avant, on va parler de qu'est-ce que le royalisme, quelle est sa place en France aujourd'hui. J'aimerais commencer par une question simple. D'après toi, qu'est-ce que le royalisme? Qu'est-ce que le royalisme et que veut dire être royaliste au XXIe siècle? Alors qu'est-ce que le royalisme? Le royalisme, tout simplement, c'est vouloir le retour d'une monarchie en France, c'est vouloir le retour de la royauté, donc avec un roi au pouvoir. Alors ça peut se traduire, il y a plusieurs courants dans le royalisme. On peut être royaliste de autant de façons qu'on peut être républicain. Donc il n'y a pas qu'un seul courant de royalisme. Mais le principal courant royaliste aujourd'hui en France, c'est le courant que représente l'Action française. Donc c'est une monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire être D'accord. royaliste au XXIe siècle? C'est vouloir, pas un retour en arrière, mais c'est vouloir un régime qui marche pour la France et qui est tourné vers le futur. Être royaliste, c'est pas être passéiste, c'est pas vouloir retourner à une société d'ancien régime, c'est tout simplement vouloir que la France retrouve le régime qui lui corresponde le mieux, c'est-à-dire la monarchie. C'est vrai que pas mal de personnes peuvent dire souvent que oui, vous êtes des nostalgiques du passé, que vous voulez un retour du roi. Certaines personnes même se font une image un peu débile et fantaisiste, c'est-à-dire on s'imagine que demain, s'il y a un roi, c'est un mec qui va sortir du palais, je sais pas, du palais Bourbon avec la couronne sur la tête et puis oui, les fleurs de lys avec la cope, la robe, etc. Mais voilà, c'est ça, ce que vous dites, vous n'êtes pas des passéistes, quoi. C'est ok. Mais non, ce n'est pas le principe de l'Action française, non, c'est sûr. Il existe aussi l'Alliance royale. Et est-ce qu'ils ils sont à peu près sur la même lignée que vous ou c'est complètement différent? Non, c'est plus ou moins différent, mais donc ils veulent un retour du roi eux aussi, mais ils sont pas du tout dans la même logique. Ils sont pas dans une prise de conquête du pouvoir déjà, ils sont pour les urnes, mais c'est un parti qui ne représente rien du tout. Pour découler un peu de la première question, justement, voilà, que veut dire être royaliste au XXe siècle? Pourquoi être royaliste en 2020? Pourquoi être royaliste en 2020? Tout simplement parce que pour nous, c'est le régime qui permettra à la France de retrouver ses valeurs, de retrouver sa grandeur, qui permettra aussi à la France d'arrêter de se liquéfier comme on la voit aujourd'hui depuis 200, 300 ans. La France perd tous les jours un peu plus de sa puissance. Donc nous, on va être royaliste pour avoir un avenir qui soit meilleur. On ne veut pas être royaliste pour rétablir les privilèges. On veut être royaliste parce que nous, on aime la France et qu'on veut justement le régime soit le plus adapté à la France. On a Mhm. déterminé quel était le meilleur régime par l'empirisme organisateur, donc qui est la théorie de l'Action française. C'est on étudie les faits du passé en vue de l'avenir. C'est-à-dire qu'on établit des constantes de l'histoire. Qu'est-ce qui a tout le temps marché, qu'est-ce qui n'a jamais marché, et on en tire des conclusions qu'on établit au présent. Donc pour nous, on a établi les bienfaits qu'avait fait la monarchie en 1000 ans, les méfaits qu'avait fait la République en 200 ans à l'époque, et on en a tiré la conclusion que pour nous, le régime qu'il fallait, c'était une monarchie traditionnelle, héréditaire, anti-parlementaire et décentralisée, pas en vue du passé, mais avec le passé en vue de l'avenir. Oui, c'est ça, ça a du sens, hein. Et d'ailleurs, je crois que j'avais lu ça, que c'était Eugène Ionesco qui disait qu'on finira par établir la monarchie quand même. Donc, ça veut plus ou moins dire ce que ça veut dire, c'est que certains, même grands écrivains de la France, sont quand même plus ou moins en accord sur le fait que la République n'est pas forcément le régime qu'il faut à la France. Chez nous, Euh, à l'Action française, beaucoup de nos théoriciens étaient des académiciens. C'est pas des gens qui ont décidé comme ça de créer une doctrine. C'est vraiment quelque chose qui est très réfléchi. Et beaucoup d'auteurs, même à l'extrême gauche, ont toujours dit que à l'Action française, il y avait une très grande cohérence de doctrine. Par exemple, est-ce que tu as, pour découler de cette question, est-ce que tu as, par exemple, quelques noms, oui, justement, de personnes pour démontrer la doctrine de l'Action française? Est-ce que tu as des noms des auteurs à conseiller à certaines personnes qui nous écoutent?
Pour s'intéresser le plus à la doctrine maurassienne, moi je conseille toujours de commencer par du Bainville car ça met vraiment en relief ce qu'est l'organisme organisateur et que c'est une doctrine qui marche. Par exemple, Jacques Mhm. Bainville, donc, qui a été académicien, a écrit un livre, Les conséquences politiques de la paix, où il utilise l'organisateur et en 1920 décrit tout ce qui va se passer 20 ans plus tard pendant la Seconde Guerre mondiale. Il nous décrit l'annexion de la Pologne, l'Anschluss même. Il nous parle aussi qu'il y aura un mouvement qui sera nationaliste, libéral ou nationaliste, socialiste, qui arrivera au pouvoir en Allemagne. Il décrit toutes les conséquences. Donc ça, c'est le livre que je conseille en premier, avec Histoire de la France de Jacques Bainville aussi. Ensuite, on peut s'intéresser à Dumoras, qui était académicien et c'est lui qui a théorisé la doctrine d'Action française. Mais souvent, c'est un petit peu compliqué à lire, c'est pas très abordable. Donc, ce que je conseille régulièrement, c'est de faire un tour sur la librairie Le Flore, où il y a Maurras et la pensée d'Action française, qui est un livre de résumé de la doctrine maurassienne. Très bien. Euh, pour la troisième question, j'aurais bien aimé poser une question. Bon, t'as déjà plus ou moins répondu. Es-tu pour un retour dans le passé, soit un retour vers l'ancien régime? Non. Je ne suis pas pour un retour vers l'ancien régime en tant que tel, je suis même on est tourné vers le futur, mais on souhaite en tout cas prendre ce qui a marché dans l'ancien régime. C'est-à-dire que l'ancien régime, c'était un régime qui était pas libéral du tout. C'est-à-dire, c'est pour ça que la révolution a eu lieu en France, que c'était un régime qui était anti-libéral, l'ancien régime, une société qui était anti-libérale. On souhaite revenir vers, par exemple, les corporations qui existaient déjà dans l'ancien régime, car ce sont des choses qui protégeaient les travailleurs. On souhaite utiliser des systèmes, des formations qui existaient dans l'ancien régime, mais on ne souhaite pas revenir à une société des ordres. On souhaite revenir à une aristocratie, mais ce qui est différent de noblesse. Hein, l'aristocratie, c'est le pouvoir des meilleurs. On souhaite aller à une aristocratie, mais on ne souhaite pas retourner à un ancien régime avec une société des trois ordres, ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent. Oui, ce qui est vu d'ailleurs, c'est ce qui est enseigné à l'école, hein, la société des trois ordres, et c'est uniquement cette vision de l'histoire du royalisme qui est enseignée, alors que on a, on a pu voir enfin, dans l'histoire qu'il y a eu une évolution et partielle différente du royalisme. Euh, D'ailleurs, pour en rebondir un peu sur la F utilise souvent le terme, enfin d'ailleurs le slogan plutôt, tout ce qui est national est nôtre. Du coup, est-ce qu'il y a un rapport royalisme, nationalisme? Tous ces deux termes sont-ils reliés? En fait, nous, on est royaliste parce qu'on est nationaliste. C'est-à-dire que nous, la doctrine maurassienne, on n'appelle pas ça la doctrine royale ou la doctrine royaliste. On appelle ça, ce que Maurras a théorisé, c'est le nationalisme intégral. C'est-à-dire que pour nous, le nationalisme, c'est ce qu'on est. Nous, on se définit comme étant nationaliste. Mais c'est parce qu'on est nationaliste, parce qu'on a réfléchi à quel serait le meilleur système pour la France. Donc, on sommes des nationalistes intégraux. C'est pour ça qu'on se dit qu'on est royaliste. C'est-à-dire que le royalisme, pardon, n'a de place que si on est nationaliste. C'est-à-dire qu'on ne veut pas le roi pour avoir le roi, on ne veut pas le roi pour faire joli, on veut le roi, pas pour lui-même non plus, mais parce que c'est un moyen. Le roi en soi, ce serait pas le plus important. Le plus important, c'est la France et c'est comment ira la France. Le roi, c'est seulement le meilleur moyen pour la France. C'est tout pour nous. Nous sommes nationalistes. Avant d'être royalistes, nous sommes nationalistes. L'Action française, à son origine, est un mouvement qui était républicain, mais qui était nationaliste. À l'époque, avant que Maurras arrive, avant que Maurras convertisse l'Action française au royalisme, c'était un mouvement qui était républicain. Mais j'entends beaucoup de personnes, voilà, là c'est la volonté du retour du roi, donc j'entends beaucoup de personnes aussi dire le problème c'est pas la tête de l'État, qui on met à la tête de l'État, donc l'ordre étatique, mais c'est plutôt en fait comment dire, changer les questions de fond. Le problème, il y en a plein qui disent oui, mais le problème c'est voilà, il faut changer le fond, mettre qui on veut, par exemple Louis XX au pouvoir, ça ne changera rien. Est-ce que toi, on va dire, tu te relis à cette pensée, c'est-à-dire que voilà, c'est pas demain, si on met un roi, ça va peut-être pas changer tout par la chose, le problème qu'il y a aujourd'hui dans nos sociétés, ou est-ce qu'au contraire, tu penses que clairement, enfin, l'action française, même dans sa globalité, pense clairement qu'en mettant un roi, ça va changer le problème enfin, l'ensemble des problèmes sociaux, économiques, etc., qu'aujourd'hui on subit en France. Alors, en fait, moi je pense vraiment que le roi, c'est lui qui permettra justement de tout changer. Alors oui, c'est vrai qu'en installant une autre société, un autre régime, qui ne soit pas une société ni un régime qui soit monarchique, on pourrait changer les problèmes de fond. Mais certains, le système le plus efficace pour changer tous ces problèmes de fond, ce serait le royalisme. Pour moi, oui, le roi, en fait, c'est la clé de voûte. C'est-à-dire que si on le met, euh, de lui, si on utilise la monarchie traditionnelle, héréditaire, anti-parlementaire et décentralisée dans son ensemble, hein, c'est si on enlève un des quatre piliers du quadrilatère maurassien,
Si on regarde vraiment tout ce quadrilatère maurassien qu'est la monarchie que nous souhaitons, tous les problèmes de fond en fait se résorberont d'eux-mêmes. Bien sûr, D'accord. il faudra y mettre une volonté aussi, mais Ah oui. si en gardant la société telle qu'elle et en ne changeant pas la société et la tête de l'État, les problèmes de fond ne pourront jamais se résorber. Très bien. Euh, Bah justement, pour parler de royalisme, quelle place aujourd'hui détient le royalisme en France, hein, sa place? Et puis, est-ce que d'après toi, il est amené à se développer dans les années qui arrivent? Alors, quelle est la place du royalisme en France? Aujourd'hui, d'après les sondages, il y a 17% des gens qui seraient favorables, ou du moins qui ne seraient pas opposés au retour de la royauté en France. 17%, ça paraît pas beaucoup, mais en soi, c'est quand même quelque chose, c'est un nombre qui est quand même assez important. On n'a pas l'impression dans la rue que 17% des gens sont pour le roi. Ensuite, est-ce que c'est amené à se Mhm. développer? Moi, j'en suis sincèrement persuadé parce que, comme disait Gustave Thibon, le retour au réel est implacable. Le retour de la royauté est par définition implacable. Ensuite, on peut voir aussi, toujours d'après les sondages, que de plus en plus de Français veulent un homme fort à la tête du pouvoir. Je crois que c'est passé à 50 ou 60% des Français qui veulent que le pouvoir soit détenu par une personne qui en est vraiment l'utilité, et pas seulement des lobbies qui le distribuent à droite et à gauche. Donc oui, je pense sincèrement que le monarchisme, la royauté, sera amené à se développer, mais a déjà une certaine place aujourd'hui en France. Même si on la voit pas, je pense qu'il y a quand même un vivier royaliste qui existe et qui persiste en France. Ça, ce que tu me racontais, là, 17%, ouais, j'ai calculé vite fait, ça fait environ oui, 4 millions de personnes sur 67 millions. Ça peut paraître peu, mais c'est déjà quand même énorme, hein. C'est une petite lumière qui, je pense, oui, est emmenée à grandir, à s'émanciper. Et oui, ça peut être. Après, est-ce que justement, de quelle manière, hein, de quelle manière on peut essayer d'élargir, vous en tant que royaliste, ou les personnes qui sont dehors, peut-être, voilà, ou peut-être même des personnes à l'action française, comment on est amené justement à faire émanciper le royalisme, comment en parler aux gens, etc. Comment toi, par exemple, tu abordes la chose pour faire essayer, enfin, essayer d'émanciper le royalisme en France? Déjà, il faut se former intellectuellement. Ça ne sert à rien de dire que je suis royaliste si on ne sait pas défendre ses idées. On passera plus pour des débiles qu'autre chose, pour des nostalgiques qu'autre chose. Il faut vraiment se former pour savoir pourquoi est-ce qu'on est pour la royauté, déjà. Ensuite, la deuxième solution, c'est d'en parler. C'est de parler avec ses camarades. C'est vraiment de discuter pour que les gens voient qu'il y a du royalisme qui persiste en France. C'est pas une doctrine vieillotte, c'est pas que des vieux. C'est même de plus en plus de jeunes qui sont pour le royalisme. Il faut en parler. C'est vrai que si personne n'en parle, personne ne saura qu'il y a vraiment aujourd'hui à côté de soi quelqu'un qui est pour l'idée royale. Donc les deux points clés pour justement montrer en France qu'il y a du royalisme qui existe, c'est déjà de se former intellectuellement, mais c'est aussi ensuite pardon, d'en parler avec les gens qu'il y a autour de nous. C'est de ne pas avoir peur de ses idées. Nos idées sont nobles, nos idées sont propres. Il faut en parler, il faut en être fier. Oui, c'est ce que tu dis, plus ou moins, c'est ça, c'est formation et action. Donc, en gros, et d'ailleurs, il y a une, c'est pas une locution chez vous, il me semble, c'est en gros, Pas d'action pas sans formation, d'action oui. sans formation. C'est ça, voilà, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, alors, est-ce qu'un retour du roi est envisageable dans notre siècle? Parce qu'en bon, on voit en vue du progressisme, hein, de la bien-pensance, du progressisme, de l'ouverture des frontières, l'ouverture à l'autre, la bien-pensance communiste, etc., qui émerge de plus en plus, etc. Enfin, de plus en plus. Tout est relatif, tout est joué par les médias. Mais est-ce que du coup, on pourrait se dire, est-ce qu'un roi, voilà, est envisageable aujourd'hui dans notre siècle, au XXIe siècle? Donc, il faut attendre encore quelques siècles encore pour espérer un retour du roi. Alors, souvent, moi, je dis régulièrement, bien malin qui peut prédire l'avenir. Et par exemple, en 1789, on se serait jamais imaginé que 2 ans plus tard, on couperait la tête du roi. On ne peut pas prédire en fait ce qui va se passer. Donc oui, à l'heure actuelle, ça nous semble compliqué, mais qui nous dit que dans un an, on ne retombe pas dans une société. En fait, on ne sait pas de quoi ça fait l'avenir. On ne peut pas savoir. L'histoire, on a bien pu le voir, c'est tellement changeant et si rapide qu'on ne peut jamais prédire. On peut jamais dire non mais le royalisme, ça ne pourra jamais arriver. On ne sait pas. On ne pourra jamais dire le communisme ne pourra jamais s'installer en France. On ne sait pas non plus. On ne sait rien en fait. On ne pourra jamais prédire. On ne peut pas dire non mais ça ne peut pas arriver. La société n'est pas adaptée pour. C'est vrai, mais ça se trouve dans 2 ans, ce ne sera plus vrai. Donc on ne peut pas savoir. Et moi, je pense que notre génération
pourra voir justement le retour du roi en France. Je pense qu'elle le verra. Mais du coup, comment on pourrait faire, enfin, rétablir le roi? Est-ce qu'on réaction, un peu comme une contre-révolution par rapport à 1789. Est-ce que vous feriez un coup d'État, un peu à la Bonaparte, enfin même, et encore, c'est très discutable. Est-ce qu'il y aurait un soulèvement du peuple, hein, enfin, c'est très prophétique aussi comme question, mais est-ce qu'il y aurait par exemple un réveil de la population, des élections, bah, par exemple à George Royal, comme tu me disais tout à l'heure, qui prenait plutôt l'élection. Euh, voilà, c'est très prophétique, mais selon toi, voilà, comment on pourrait rétablir, enfin, d'après la doctrine de l'Action française, comment on pourrait rétablir le roi? Alors, selon la doctrine d'Action française, il n'y a pas un moyen privilégié de retrouver le pouvoir. Nous, notre moyen, c'est par tous les moyens, même légaux. Hein, donc cette phrase peut avoir une certaine dose d'humour, montre bien que nous, on est ouvert à toutes les propositions, tant que ça nous permettra à terme de conquérir le pouvoir. Donc ça peut être par les urnes, ça peut être par une révolution, ça peut être par un soulèvement du peuple, ça peut être par n'importe quoi. Tant qu'on retrouve le roi à la fin, nous, on se moque de comment on y arrive. Cependant, toujours d'après l'empirisme organisateur, on a vu dans le passé qu'à chaque fois qu'il y avait vraiment un changement de société, ça se faisait par une révolution, ou dans notre cas, une contre-révolution. On théorise donc pour ça la théorie du coup de force. C'est une insurrection. On prendra le pouvoir. Normalement, ça se fera pas par les urnes. En tout cas, on ne pense pas que ça se fera par les urnes. On pensera vraiment que ça se fera dans la rue, en prenant des points stratégiques progressivement. Mais oui, on estime que ça pourrait arriver par les urnes, mais c'est très peu probable. Vraiment, ce sera plus une révolution, un coup de force, un coup d'État, en quelque sorte. Mhm. Mais justement, ouais, si le retour du roi bah, se fait un jour, hein, est-ce que vous êtes plutôt dans l'idée voilà, d'avoir plutôt un roi avec de hautes valeurs, hein, des grandes valeurs, comme par exemple Louis XX, on va dire qui vient d'une famille assez aisée, on va dire, voilà, ou bien un roi des campagnes, comme par exemple l'a été Louis VI, et d'ailleurs c'est ce que prône aussi le Papacito, il dit plutôt un roi des campagnes, parce que disons parce que je pense que c'est une question qui fait débat chez les royalistes, d'un côté, les paysans ont été, enfin, quand je dis paysans, c'est on va dire, à l'époque ce qu'ils appelaient la basse classe, enfin la classe d'en bas. C'est-à-dire c'est ceux qu'ont fait la France, parce qu'ils sont majoritaires, hein, forcément, ils étaient à peu près, il me semble, dans le néolithique, à peu près 80% des Français étaient dans le néolithique à l'époque. Justement, et du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt, selon vous, un roi des campagnes, ce qu'ils appellent, voilà, on appelle des rois des campagnes, ou plutôt justement un contraire pour faire la valeur de la France, sa puissance plutôt, ou alors plutôt voilà, donc un roi avec plutôt, on va dire, de l'aristocratie. En fait, nous, on ne s'est pas vraiment posé cette question dans le sens où notre monarchie serait traditionnelle. Donc, on suit la tradition française. La tradition française, c'est celle de suivre la tradition de primogéniture mâle, la loi salique. À partir de ça, on a remonté donc le Mhm. dernier, alors c'était le roi des Français et pas le roi de France. On a repris donc le dernier roi, celui qui avait le dernier siégé au trône, et on a ensuite fait sa descendance directe, et ça tombe, alors pas sur Louis XX, qui n'a aucune légitimité, mais sur le prince Jean d'Orléans. Donc, nous, on ne choisit pas le prince, en fait. C'est pas la France qui choisit le prince. C'est pas le prince qui choisit la France non plus. En fait, tout simplement, c'est quelque chose qui est comme ça et on prend ce roi-là. Pour le cas de Louis XX, Jean IV, pardon, d'Orléans, c'est un roi qui est, somme toute, assez proche du peuple. Par exemple, son fils, le prince Gaston, dès son plus jeune âge, a commencé à travailler la terre pour vraiment, c'est son père, donc le prince Jean, qui a voulu ça, pour que le prince Gaston puisse vraiment s'approprier la terre de ses ancêtres et sache vraiment ce qu'est son pays, en fait. C'est pas, on parle pas de roi des campagnes ni de roi à haute valeur, on parle seulement de roi de France, donc c'est un roi qui unit tous les sujets, quelle que soit leur classe sociale, quelles que soient leurs idées politiques. Le roi, c'est une figure de fédérateur. Donc ce n'est pas un roi Mais des oui, oui, c'est campagnes ça. ou un roi de haute valeur. C'est le roi C'est de ça, ouais, en France. fait, c'est ça. Vous vous moquez, en fait, voilà, enfin, entre guillemets, vous vous moquez voilà, de savoir s'il vient de la campagne ou s'il est aisé. Ce que vous savoir, vous, c'est voilà, c'est ce qui respecte, enfin, qui représente la puissance des Français, enfin, tout simplement. Ça, c'est ce que voilà, vous dites. Mais du coup, est-ce que je sais qu'il y a eu pareil un peu deux clans, ou ça, est-ce que c'est pareil, vous dites, on se moque tant que voilà, il y a la représentation derrière, plutôt orléaniste ou légitimiste, ou peu importe. Alors, en fait, les deux thèmes en fait enfin, sont exactement la même chose parce que légitimiste, ça veut dire que c'est des gens qui tirent la place du roi de par la légitimité.
Souvent, Mhm. on l'attribue à Louis XX, enfin celui qui se fait appeler Louis XX, qui n'est autre que Louis Alfonso de Borbón, mais en fait, il n'est pas légitimiste, il descend de Louis XIV. Donc c'est un petit peu ancien. Maintenant, c'est que n'importe quel Français pourrait dire je suis prétendant au trône de France. Nous sommes à la D'accord, fois ouais. légitimistes et orléanistes dans le choix du prince. C'est-à-dire que l'orléanisme désigne un courant politique, celui de Louis-Philippe, qui est un courant libéral. Nous sommes profondément anti-libéraux. Donc on ne peut pas se qualifier de l'orléanisme, mais nous sommes pour la maison d'Orléans, qui est la maison légitime, selon la tradition française. Donc en fait, le légitimisme et l'orléanisme, en tant que choix de la maison royale, regroupent exactement la même chose et incarnent donc le choix de la personne de Monseigneur le prince Jean, comte de Paris. Et on parlait tout à l'heure un peu de l'aristocratie, justement, notamment, bon, comme je disais, les valeurs hautes, hein, tout est relatif. Mais quelle serait donc dans la société la place de l'aristocratie, justement, celle qui a, selon nous, enfin, la révolution a, entre guillemets, euh, aboli les classes, mais du coup, quelle serait la place de l'aristocratie? Parce qu'imaginons, on revient dans une monarchie, restauration peut-être des classes, enfin, voilà, et du coup, quelle serait la place de l'aristocratie? Alors déjà, je pense que avant de se poser la question sur laquelle sera la place de l'aristocratie, c'est vraiment se demander qu'est-ce que l'aristocratie. L'aristocratie, c'est le pouvoir des meilleurs. C'est pas la noblesse, c'est le pouvoir des meilleurs. Donc l'aristocratie, c'est un système. L'aristocratie, c'est comme la démocratie, c'est un système. Ce serait comme dire quelle serait la place de la démocratie en France en parlant d'une classe sociale. Ça n'a pas de sens. N'importe qui peut être aristocrate. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est aristocrate, c'est avoir des valeurs et vouloir donner le maximum. C'est donner son maximum, c'est ça l'aristocratie. C'est le pouvoir des meilleurs. Donc l'aristocratie, ce sera le régime qu'on souhaite. On ne veut pas être dirigé par n'importe qui, on ne veut pas diriger n'importe comment. On veut être dirigé par les plus aptes, les plus aptes à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on fait le choix de l'aristocratie, pour être dirigé par les meilleurs. Ça peut faire un peu débile, mais c'est plus ou moins la conception de philosophie nietzschéenne, c'est-à-dire voilà, les meilleurs, cette volonté de puissance et le plus apte, comme tu dis, à gouverner. Alors, tout à fait, comme on disait tout à l'heure, voilà, certains, enfin, l'Alliance royale qui privilégie les urnes, est-ce que le mot royauté voudrait dire la fin de la démocratie, hein, qui, selon certaines personnes aujourd'hui, la démocratie est la garantie de l'égalité et de la légalité de l'obtention du pouvoir. Alors la royauté, ça ne veut pas dire la fin de la démocratie, telle qu'on l'entend. C'est la fin de la démocratie au niveau national. On ne veut pas de démocratie au niveau national, mais on veut que les gens votent bien plus à leur niveau. C'est-à-dire qu'on vote pour nos corporations, qu'on vote pour notre quartier, notre ville, notre région, parfois même au niveau national, mais il n'y aura pas de démocratie représentative comme on l'a aujourd'hui. On veut que les gens votent beaucoup plus que ce qu'on vote maintenant, mais on veut qu'on arrête de dire on est dans une démocratie. On ne sera pas dans une démocratie, mais on votera bien plus. Il y aura de la démocratie au niveau local, en fait. Euh, Ensuite, est-ce qu'on peut dire que, pareil, il y aura la fin de l'égalité et de la légalité? Nous, à l'Action française, plutôt que l'égalité destructrice, on préfère l'inégalité protectrice. C'est ce que Maurras développait principalement dans sa politique naturelle, qui est la préface de son œuvre Mes idées politiques. Il théorise le principe d'inégalité protectrice. C'est-à-dire qu'on souhaite qu'il y ait pas une hiérarchie en tant que telle, mais comment dire, que ce soit les plus forts qui gouvernent les moins forts, en fait, les plus faibles, pour les protéger. Donc il n'y aura pas d'égalité en tant que tel. C'est-à-dire que un fou ne sera pas égal à un savant, parce que le savant apportera bien plus de choses qu'au fou. Ça ne veut pas dire que devant le procès, devant la loi, les hommes seront inégaux et que la loi ne sera pas juste. Au contraire, il y aura plus de justice. On est plus pour l'équité que pour l'égalité. Enfin, ça, même aujourd'hui, hein, on est plus dans une pseudo-égalité, hein, mais finalement, l'égalité n'est pas totalement possible aujourd'hui. Enfin, c'est une question philosophique, hein, mais l'égalité est difficilement atteignable, hein. D'ailleurs, c'est bien pour ça, je pense, que vous êtes plutôt dans cette conception de l'inégalité protectrice. Et justement, en parlant d'égalité, certaines personnes associent la royauté au privilège, notamment l'éducation, comme je l'appelle, antinationale, qui nous démontre parfaitement dans nos cours d'histoire
que la royauté, c'est le privilège, la royauté, c'est, régner sur ce sujet. Voilà. Euh, Par exemple, les privilèges de la justice, les privilèges économiques. Que penser de ça, finalement? Que penser de ça, de cette conception de l'éducation? Il y aura toujours des privilèges, il y en a toujours eu. Aujourd'hui encore, il y en a. Par exemple, quand on voit dans les hautes écoles maintenant, on garde un pourcentage pour les élèves venant de zones défavorisées. Il y a toujours eu des pourcentages, il y a des privilèges, pardon, et nous les garderons aussi. Ça, c'est une certitude. Les privilèges pourront s'accorder à certains métiers. Par exemple, les cheminots, là, on leur a supprimé, on voulait leur supprimer leur privilège, ce que les gens appelaient leur privilège. Pour nous, on pourrait les garder. Alors, pas forcément ceux-là, mais dans la logique de vous avez un travail qui est plus dur que les autres sur tel point, du coup, on va vous alléger tel autre point. Ça, ce sont des privilèges. C'est-à-dire qu'on n'attribue pas à la même corporation exactement la même chose qu'à une autre. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il y aura une corporation qui aura forcément vraiment plus de privilèges que d'autres, même si c'est sûr que ça arrivera. Mais tout le monde aura des privilèges en fait. En fin de compte, tout le monde sera privilégié par rapport à tel ou tel point. Oui, dans son domaine. En fait, vous êtes dans le privilège positif, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ça avantage, par exemple, le monsieur, enfin, un maçon, de partir légèrement plus tôt peut-être à la retraite, puisque il a peut-être commencé le boulot à 14 ans et il est peut-être crevé. Et donc, en gros, ça sera un privilège positif. C'est ça? Alors, tout à l'heure, on parlait justement de démocratie et tout. Que fait-on si on tombe un jour sur un roi fou ou mauvais, comme les pro-républicains dénoncent à l'époque, et c'est ce qui fait selon eux, ce qui a poussé la révolution. Mais demain, on restaure la monarchie, on tombe sur un roi fou, qu'est-ce qu'on fait? Si on tombe sur un roi fou, et ce roi n'ira pas sur le trône. C'est vrai qu'on est pour le principe de primogéniture mâle, mais il faut d'abord et avant tout que le roi soit saint d'esprit. Si le roi est fou, il ne montera pas sur le trône, il ne sera pas roi tout simplement. Ensuite, s'il devient fou pendant qu'il est sur le trône, à ce moment-là, puisqu'il sera fou, on pourra le destituer et faire que ce soit son héritier qui qui portera la couronne à sa suite. Ensuite, si le roi est D'accord. mauvais, c'est-à-dire que si le roi est mauvais dans l'exercice du pouvoir royal, c'est ça que je comprends. Oui, tout à fait, oui, oui, c'est ça, c'est des mauvais dans l'exercice royal, Ouais. ou peut-être Bah, trop tyrannique, hein, parce que le terme, pour employer le terme de l'éducation nationale, peut-être voilà, trop tyrannique. Qu'est-ce En qu'on fait, fait? nous, dans la monarchie, comme je disais tout à l'heure, la monarchie sera traditionnelle, héréditaire, anti-parlementaire et décentralisée. Quand on dit qu'elle est décentralisée, c'est-à-dire que en fait, le roi sera cantonné dans les fonctions régaliennes. Il n'aura pas accès vraiment aux autres pouvoirs, car il y aura une multitude de contre-pouvoirs qui l'empêcheront de faire ce qu'il veut. Donc en fait, il ne pourra pas être tyrannique. Le roi aura moins de pouvoir que Emmanuel Macron en ce moment, par exemple. Ça peut sembler fou, hein, mais Macron a plus de pouvoir qu'en en avait Louis XVI. On dit Mhm. souvent que la Tout à monarchie fait, oui, tout à était fait. tyrannique, absolue, tout ça, mais le roi avait moins de pouvoir parce qu'il y avait beaucoup plus de contre-pouvoirs qu'aujourd'hui. Donc le roi ne pourra pas être tyrannique, le roi ne pourra pas être mauvais en tant que tel non plus, car à côté de lui, il y aura justement toutes les corporations qui l'aideront, enfin tous les contre-pouvoirs qui seront aussi là pour le conseiller et l'aider. Il aura aussi des conseillers à droite, de droite, de gauche, de tous les mouvements, de toutes les pluralités d'opinions qui pourront l'aiguiller pour vraiment réussir le bien commun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un parti, lorsqu'il monte au trône, enfin sur le pouvoir, parce qu'on appelle plus un trône, mais qui monte au pouvoir, il va choisir les ministres, des gens qui sont de ses idées, de son parti. Nous, en tant que royauté, il n'y aura pas de parti. Donc, on ne va pas choisir que d'une certaine frange d'opinion, on prendra sur toute la population française, ce qui nous permet d'avoir vraiment des grands savants de droite, de gauche, de partout. Oui. Mais c'est vrai que, après, tu parlais par exemple de destitution du roi. Mais comment ça se passerait en fait? Comment ça se passerait? Comment, imaginons, voilà, on tombe sur le roi, il devient fou, hein, en gros, le peuple n'en peut plus, il est plus assez légitime pour représenter les Français. Comment on pourrait le destituer? Je ne pense pas que ce soit une question qui soit vraiment nécessaire parce que, en fait, dans toute l'histoire de France, en 1000 ans, on a eu un seul roi fou, ce qui est Mhm. vraiment petit. Et encore, à l'époque, on n'arrivait pas vraiment à décréter quel roi était fou ou pas, donc on ne pouvait rien, plus ou moins rien faire. Aujourd'hui, on verra très bien que le roi est fou. Donc en fait, avant qu'il ne monte sur le trône, on ne fera pas de lui l'héritier.
Ensuite, imaginons qu'il Très devienne fou bien. quand même après. Et Ça pourrait être, par exemple, sa famille qui décrétera non, mais le roi n'est plus apte à diriger le trône. En fait, c'est comme s'il tombait malade d'un coup subitement. Hein, si par exemple demain Macron a un accident de voiture, qu'est-ce qu'on fera? Bah, en fait, on va le destituer, mais ça se fera naturellement et ça se fera plus ou moins sur le coup. c'est de manière logique. Et on va dire que quand on parlait, on va dire, de pouvoir, de contre-pouvoir, il me semble qu'à l'époque, on votait plus ou moins à des échelles régionales, au niveau des villages, au niveau des villes. Et c'est peut-être d'ailleurs ce que tu me disais tout à l'heure, pourquoi il y avait aujourd'hui le président a plus de pouvoir, parce qu'on a centralisé le pouvoir à Paris, alors qu'à l'époque, bah, il était tout simplement, pour expliquer, Décentralisé, ouais. décentralisé. C'est ça dans les villes, villages. Et d'ailleurs, il me semble oui, qu'on votait, on votait énormément. Hein. C'était On pas votait, contrairement on à ce que votait, les. on votait tous les dimanches, juste après la messe, à main levée. C'était le curé du village qui faisait les votes et on votait à main levée quasiment tous les dimanches, ouais, si ce n'est plus. Donc on Oui, votait, oui, ah, on d'ailleurs, votait bah, bien plus moi, souvent, hein. On votait vraiment beaucoup plus souvent que ce que nous on vote actuellement en France. Aujourd'hui, on élit le président, on élit notre maire, et globalement, ça s'arrête là, il n'y a pas grand-chose de plus. mais en fait, ça votait, enfin, à l'époque, voilà, on votait parce que, bon, après, il y a eu l'apparition des urnes, mais en fait, vous votiez, enfin, on votait comme les Grecs votaient dans l'hémicycle, c'est-à-dire à main levée. Bah, ça, Même c'était d'ailleurs, ils po- votaient aussi après sur les tables. Ils votaient ça, aussi sur c'était, table, enfin, dans les pierres. c'est c'est possible parce que justement, le niveau auquel était dans la démocratie est restreint. Il n'y a pas 65 millions de personnes qui votent, il y en a seulement 120 pour les petits villages, 300, 1000 à la rigueur. C'est quelque chose qui est à taille humaine, qui est raisonnable. Et là, la démocratie peut s'exprimer. Mais au niveau national, c'est tout Mhm. simplement impossible. Tu parlais bah, justement on votait après la messe, hein, le curé relevait par exemple les votes. Mais justement, du point de vue religion, la monarchie, est-ce qu'elle sera laïque? Quelle place aura le catholicisme dans la monarchie? Parce qu'on sait que, voilà, on dit souvent que la France, c'est 2000 ans de christianisme, et puis c'est surtout aussi plus de 1000 ans de monarchie. Et puis, on connaît les querelles qu'ont pu avoir les rois durant leur règne, pour certains, hein, notamment Philippe le Bel, qui instaurait les États généraux pour mettre des impôts à l'Église qui n'en payait pas, et quelles seraient du coup les places de l'Église, et est-ce que la monarchie serait laïque finalement, ou est-ce qu'elle serait catholique, mais avec des restrictions? Alors, ça dépend ce qu'on entend par laïque. Aujourd'hui, quand on entend laïque en France, ça veut dire qu'on enlève du domaine public tout ce qui est religieux. Aujourd'hui, c'est ça la laïcité en France, la laïcité à la française. Nous, on n'est pas pour cette Mhm. laïcité-là. On est pour que toutes les religions, tant qu'elles ne portent pas préjudice à l'intérêt national, puissent s'exprimer. C'est que, par exemple, l'islamisme, on est fondamentalement opposé. Et on prendra activement part à la lutte contre l'islamisme. Euh, mais on considère que le catholicisme a joué, et la religion, pardon, qui a le plus eu un impact sur la tradition et la vie française. Donc pour nous, le catholicisme, c'est la religion de la France. Pas la religion de tous les Français, mais c'est la religion de la France. Donc le catholicisme sera mis sur un piédestal. Mais c'est pas pour ça qu'on va obliger les gens à être catholiques. C'est pas pour ça que les autres religions n'auront pas le droit de s'exprimer. Toutes les religions pourront s'exprimer tant qu'elles ne porteront pas atteinte à l'intérêt national. Mais voilà, mais après, oui, bien sûr, le catholicisme gardera une place prédominante de par son histoire et de par ses liens qu'il a toujours eu avec la France. La France est la fille aînée de l'Église, comme disait Jean-Paul II. Et pour ce qui est de la place de l'islam, parce que beaucoup diront, oui, l'Église, enfin les royalistes sont des racistes, enfin bref, on connaît le discours. Est-ce que l'islam, hein, alors, elle a sa place dans une monarchie? L'islam a sa place dans la monarchie tant que ce n'est pas un islam qui est envahissant, tant que ce n'est pas un D'accord. islam qui est conquérant. C'est que l'un des principes de l'islam, c'est le principe de dhimmitude, c'est-à-dire à la fin des temps, les peuples musulmans devront se révolter et établir ce qu'on pourrait appeler la révolution coranique, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, où en fait toute la terre se convertira à l'islam. Les peuples qui ne seront pas musulmans seront soit exterminés s'ils sont athées, soit seront réduits au principe de dhimmi s'ils sont juifs ou chrétiens. Donc nous, bien sûr, cet islam-là n'a pas sa place en France. Celui qui veut conquérir le monde n'a pas sa place en France. La France est catholique, la France est chrétienne, et elle le restera. Donc l'islam conquérant, nous n'en voulons pas. L'islam qui est juste dans les 5 piliers fondateurs de l'islam, qui souhaite juste vivre sa vie tranquillement sans porter atteinte aux autres,
celui-là, bien sûr, il peut vivre sa vie. Tant que ce n'est pas un islam conquérant et envahissant, ça ne pose aucun problème. Non, mais c'est important c'est vrai que de dire les choses parce qu'aujourd'hui, Les on points sur a les i, oui, une émotion. tout à fait. C'est ça, on a une émancipation de l'islam et notamment même en Occident, hein, parce que bon, voilà, il y a une vague migratoire. Euh, D'ailleurs, alors bon, on a pas mal de mouvements nationalistes qui sont, voilà, notamment, je pense à certains groupes dont je ne citerai pas les noms, mais qui sont pour la réimmigration. Euh, la position du royalisme, on va dire, face à l'immigration, c'est quoi aujourd'hui? Alors, la position de l'Action française, je ne parlerai pas pour tous les mouvements royalistes, car il y a des mouvements royalistes de gauche. Mais en tout cas, la position de l'Action française est très claire sur ce sujet. Nous sommes contre l'immigration. Aujourd'hui, en France, nous avons accueilli beaucoup trop d'immigration. Nous ne pouvons plus les accueillir. L'immigration, c'est le principal facteur de violence dans notre pays. Ce n'est pas, nous ne sommes pas contre les immigrés en tant que tels. Nous sommes contre l'immigration qui détruit notre identité nationale. Celle qui tente d'imposer un mode de vie, par exemple, C'est et une ça. culture. Une autre culture. Absolument. Après, Euh, certains à l'Action française sont pour la réimmigration. Alors après, réimmigration, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Parce que souvent, quand on entend réimmigration, on pense directement à un retour de toutes les populations non blanches hors de France. La réimmigration, c'est pas forcément ça. La réimmigration, ça peut être renvoyer dans leur pays ceux qui ont commis des crimes, des délits en France, qui sont punis, qui sont en prison et qui ne sont pas français. Ceux-là, si on les renvoie dans leur pays, c'est de la réémigration, car ils ont émigré et nous, on les renvoie chez eux. Donc c'est de la réémigration. Donc on pourrait avoir une réémigration qui soit plus adaptée à notre monde. Renvoyer toutes les populations non blanches hors de chez nous, ce n'est pas possible. C'est clairement utopique. oui. C'est irréalisable. Par contre, renvoyer ceux qui ont commis des délits, ceux qui sont fichés S, des choses comme ça, eux, on pourrait les renvoyer chez eux. Et ce serait à ce moment-là de la réémigration. Et juste une dernière petite question avant de clôturer. Pourquoi pas une monarchie parlementaire finalement? Parce que ça pourrait avoir peut-être un impact fort. Pourquoi plus, on va dire, une monarchie constitutionnelle plutôt qu'une monarchie parlementaire? Nous, on n'est pas pour une monarchie parlementaire, on est même contre ce parlementarisme, car on a pu voir que de toute l'histoire de la monarchie, les parlements ont été frontalement opposés au roi. Nous sommes contre le parlementarisme au niveau national. La Constitution, ça dépend comment on l'entend. C'est-à-dire que certains disent qu'il y avait une Constitution sous le Royaume de France avec les lois fondamentales. D'autres disent que non, il n'y avait rien parce qu'il n'y avait pas de séparation des pouvoirs et qu'elle ne garantissait pas la liberté des citoyens. Pour nous, on déteste le terme de la liberté. On préfère les libertés, parce qu'il existe des libertés plurielles, mais il n'existe pas une seule liberté. Parce que la liberté, c'est la liberté de qui et la liberté de quoi? Si c'est la liberté de vivre, dans ce cas-là, ça veut dire qu'un tueur en série, violeur d'enfants, pourrait vivre, parce qu'il a le droit de vivre. Sa liberté. Donc on n'est pas pour la liberté, on est pour les libertés. Très bien, merci. Est-ce que tu as un mot on va dire final, voilà, notamment sur l'Action française, sur certains sont peut-être intéressés, ou sur le royalisme avant tout, est-ce que tu as un mot? Alors, s'il y en a qui sont intéressés pour rejoindre l'Action française, moi, je conseille d'avant tout de vous former un peu plus, de regarder en fait vraiment ce qu'est la doctrine maurassienne, mais c'est aussi ensuite de venir discuter avec des gens d'Action française, de leur poser des questions. Nous sommes normalement à peu près sur tous les réseaux, sur Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, à peu près de partout. Donc, discutez avec des gens d'Action française, avec des gens de l'extérieur, formez-vous. Mais plutôt que de penser au roi, il faut principalement penser à la France. Et ça, c'est la chose la plus essentielle. Et c'est ce qu'il faut vraiment se mettre en tête. Il faut penser à la France avant de penser au roi. Et ben, on terminera sur cette belle phrase. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. Je vous remercie Clément d'être venu pour ce premier podcast qui a été un peu une introduction à qu'est-ce que le royalisme pour les personnes qui ne connaissent pas trop, ou même des personnes qui connaissent mais qui veulent en apprendre plus. Si vous avez des idées de podcasts, d'interviews, etc., si vous êtes intéressé pour venir discuter d'un sujet, n'hésitez pas et mettez-moi dans les commentaires voilà, des idées de sujets. Comme ça, j'essaierai de chercher des personnes pouvant répondre à des questions sur le thème en question. Voilà, Clément, je te remercie et puis je vous remercie à tous pour votre écoute.